Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, et puis s'en est revenu plein d'usages et raisons, vivre entre ses aïeux une partie du reste de son âge. Bienvenue dans votre vie, Rémi François. C'est par ici que ça se passe. On va retracer cette vie à travers les photos emblématiques. Et tout par de là. Tout part de là, effectivement. Ça, c'est le village et les anciens. Voilà, ça, c'est l'arrière-grand-père, Jules-Paul Paolini. Alors, les Paolini viennent tous de Ghisone, d'un mot héros, et une partie de la famille est venue sur Piéligorte. Et Marie-Thérèse Arrighi, sa femme. Voilà. Donc, comme souvent dans les familles corses, on garde la mémoire des anciens. C'est toujours très fort de retrouver, voilà, avec ses habits, cette manière d'être vraiment à l'ancienne. Ah oui, ça c'est très, très belle photo. Ils vont avoir au moins un enfant, Paul et Marie-Thérèse. C'est lui qui va pas rester au village longtemps, justement, hein. Voilà. Alors, ils vont avoir deux enfants. Ils vont avoir mon grand-père, François, voilà, que l'on voit ici, et puis sa sœur, Thérèse, Tia Thérèse, qui va rester, elle, au village. Et comme beaucoup de Corses des villages, hein, dans l'entre-deux-guerres, hein, mon grand-père est né en 1911, comme ma grand-mère Françoise, que l'on voit à côté. Françoise Vanucci de Pietrazeren. Elle était de Pietrazeren, le village d'à côté. Il n'y a même pas 2 kilomètres entre les deux. Et comme beaucoup de Corses à l'époque, eh bien, il a dû aller chercher du travail sur le continent. Donc il est parti, le premier pour chercher du travail qu'il a trouvé à Paris. Alors au début, il voulait dans la police. Et en fait, il est rentré au poste et ça a été toute sa carrière dans cette administration jusqu'à devenir chef du service postal de la gare de Lyon. Et une fois installé, eh bien, il a fait venir Françoise. Et là, on n'est pas loin de la place de la Nation. Et voilà, à la Nation, il y avait un grand nombre de Corses, et notamment des villages avoisinants. Et il y avait une grande sociabilité, beaucoup d'échanges, beaucoup de proximité. Voilà, j'aime beaucoup cette photo. Parce Ouais, que, ouais, ouais. voilà. À Elle est l'époque, posée, mais elle est belle. C'est vraiment une jolie elle est photo. belle. À une époque où voilà, l'intimité, Ouais, l'affection ne se montrait pas trop. Hein, complètement. voilà. Il va faire sa carrière donc à Paris, et puis à la retraite, ils vont redescendre au village. Ils Lui, vont hein. redescendre au Hein, village, Piédigorte, il redescend à à Piédigorte Piéligorte, tout à ouais, fait. dès la retraite. Mais avant cela, il a eu une fille. Voilà. Alors, il en a eu deux. Donc, il a eu l'aînée qui est ma tante, Marie-Thérèse, et ma mère, Pierrette, voilà, là, que l'on voit jeune femme. Voilà, j'aime beaucoup cette photo parce que et à la fois, je la trouve très belle, parce elle est très belle. Hein. Ouais. Voilà, on trouve toujours sa maman très, très belle. Et puis en même temps, voilà, un regard droit, une détermination, Ouais, une volonté. Voilà, c'est tout elle. Hein. on voit la femme déterminée là. Voilà, tout Ouais. à fait. Alors, elle est souriante aussi, hein, beaucoup, Mm, hein, mm. mais voilà, là, elle est, voilà, ce regard déterminé, voilà, beaucoup de conviction, côté femme corse, hein, Côté femme déterminée. corse, qui va mettre aussi entre parenthèses un petit peu justement ses prédispositions pour se consacrer complètement à la vie de son mari, puisqu'elle rencontre, quand elle est à Paris, elle rencontre un jeune étudiant en médecine, Tout à fait. qu'elle fait Ouais, descendre, venez, qu'elle ouais. fait descendre au village pour le Tout à fait, présenter. tout à fait. Ouais. Bah, là, on le voit, là, mon père, Jean-Claude, à côté de ma mère. Voilà, là, c'est autre photo du village. Donc, on retrouve voilà, ma grand-mère, mon grand-père derrière, la tata Thérèse, la grande-tante Thérèse, ma tante Marie-Thérèse, et mon père, étudiant en médecine, qui découvre la Corse et qui tombe amoureux, fou de cette île, en même temps que ma mère, et qui va décider de s'y installer. Et il va commencer une carrière de médecin de village. Mais avant cela, il faut qu'il termine ses études. Et pendant qu'il termine ses études, vous naissez, vous, pendant Oui, qu'il fait ses tout à études, fait. hein, vous naissez, et eh bien, on décide, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais que finalement, pas vous êtes de trop, le mot est fort, mais on vous envoie chez vos grands-parents pour grandir, quoi, tout simplement. Oui, ben, je n'ai en réalité de premiers souvenirs qu'au village, Et qu'à oui, Piéligorte. parce qu'effectivement, votre univers, il est là-haut, en fait. Vous grandissez dans cet univers-là, l'univers vraiment. Tout à fait. Alors au milieu, c'est une image évidemment un peu différente. Je suis tout petit avec mon grand-père, que l'on voit sur la droite, dans un des cafés du village de Piéligorte. Il y en avait à l'époque 3.
Celui qui tenait le café, il est un petit peu coupé, c'est André Casanova, alors qu'il faisait le café, qui faisait le coiffeur aussi du village. Et quand on tombait dans ses mains, comme je préférais l'avoir pour me servir des grenadines ou le moussor, qu'on ne trouve plus, plutôt que de passer sous sa tondeuse, puisqu'il avait la même coupe pour tout le monde, hein, Eh oui, j'imagine. les vieux comme les Mais jeunes. la vie est belle, là, Rémi François, au village, là, Ah, la justement, vie est au milieu magnifique. des, je Ouais. répète, au milieu des anciens, il se passe quelque chose. Vous êtes bien là. Ah, je suis très bien. Je suis très, très bien. Et puis, il faut le dire quand même, hein, petit garçon avec les grands-parents, les tantes chouchoutées, hein, Choyé. on est vraiment choyés. Il va y avoir un tremblement de terre, justement, dans cette vie de petit garçon choyé. Ben, il est là. C'est l'arrivée de l'or qui Voilà. change complètement ce quotidien, en fait, votre sœur. Ma sœur, voilà, ma sœur qui est là, Anne, voilà, mais et qui arrive aussi avec mes parents qui rentrent, hein, Mm. et mon père qui finalement s'installe comme médecin de campagne à Vico. Donc là, nous étions dans le Chismont, nous passons dans le Poumont, et moi je rejoins Vico, voilà, que je découvre, que je vais beaucoup aimer, hein, mais avec toujours ce lien, cet attachement au village. Et avec ma sœur, nous allons continuellement retourner au village pendant toutes les vacances. Mais quand je dis que c'est un tremblement de terre, justement, vous le manifestez assez ostensiblement, hein, c'est parce que là, on a un des premiers. Enfin, vous arrivez, vous allez à l'école de Vico, Oui, hein, alors bien j'ai sûr. commencé d'abord à l'école de Exactement. Piligorte. Vous Voilà. commencez à l'école de Ouais, Piedicorti seul, ouais, tranquille, ouais, choyé, ouais. et là, vous vous retrouvez à Vico. Et comment vous manifestez ce désaccord? Enfin, en tout cas, Ah oui, ah, comment dire, mon premier contact avec l'école à Piligorte, avec mon institutrice de l'époque, Mimi Corradine, toujours vivante, voilà, qui m'a accompagné dans mes premières années, enfin ma première année. Voilà, j'ai été évidemment protégé, choyé. Et là, c'est un autre monde, hein, l'école du village, beaucoup plus importante. Ben, ma première expérience, c'est que ça m'a pas plu beaucoup, ça m'a pas beaucoup plu, pardon. Et donc, ouais, je fais l'école buissonnière dès le premier jour. Je profite de la récréation pour remonter à la maison. Voilà, voilà, assez rapidement rattrapé parce que il même y en si a je beaucoup marchais corrigé. bien, Retourne à voilà, l'école. voilà. Et donc retourne à l'école et j'y étais très, très heureux. Très très bon élève. Et quand on est un très très bon élève, on est curieux. Et quand on est curieux, justement, on fréquente des gens comme ceci. Et ça, c'est des gens qui vont avoir une formation intellectuelle pour vous très très importante. Là, on est avec l'abbé Gérôme, par exemple. Oui, l'abbé Geronimi de Visa, ça a été une très, très belle rencontre Ouais. de ma jeunesse, hein. C'était à la fois une personnalité extraordinaire, humaine, et un puits de science. Un Mm. latiniste, Mm. Ça vous plaît, ça. averti. Bah, il me fait découvrir, c'est toujours pareil, on s'ouvre à de nouveaux horizons, Il- connaissant parfaitement l'histoire de la Corse. C'est avec lui que je suis monté pour la première fois à Santa Dioniolo. Voilà, là on me voit avec ma sœur dans une petite expédition parce il allait partout, et un cœur, voilà, une générosité extraordinaire. Enfin, Important, lui. ouais, Important, l'abbé Gérôme. important, Il l'abbé y a quelqu'un Geronimi. d'autre qui est important aussi à l'époque. C'est un frère, frère Martin. Frère Martin, oui, frère Martin, qui était un Alsacien, mes parents ont été voilà, alsaciens et allemands, et qui était jardinier aussi du couvent, et qui faisait venir des amis allemands, et notamment une famille avec un jeune garçon qui avait mon âge. Et là, je découvre une langue assez étrange, un univers très, voilà, très particulier. Et puis la curiosité aidant, ça me donne envie. Vous allez le Je me faire. lie d'amitié avec Ouais. le jeune garçon, et me voilà désireux de faire de l'allemand. Et pour faire de l'allemand, il va falloir à nouveau quitter sa famille pour aller à l'internat à Ajaccio, Ajaccio, parce que tout à pour faire de fait. l'allemand, c'est qu'à Ajaccio. Oui. On prend la direction d'Ajaccio. Alors, on descend. Allez, venez avec moi, on descend à On Ajaccio. descend à Ajaccio. Eh oui. Voilà. Et donc, allez-y, je vous en prie, à 12 ans, vous découvrez, on peut dire que vous découvrez la ville. Donc là, on me voit voilà, c'est en seconde au Fèche, hein, je reconnais la cour voilà, du lycée Fèche. Mais très rapidement, la Corse devient peut-être trop petite pour vous. Dites-moi si je me trompe, mais à partir de la seconde première,
vous avez déjà, vous êtes très bon à l'école, hein, et en première, vous dites non, 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 maintenant je vais quitter la Corse. Vous allez voir vos parents, vous dites je vais quitter la Corse parce que je veux partir à Paris au lycée Henri IV pour préparer Normal Sup. En fait, c'est ça. Bah, oui, c'était ça, oui, oui. Mais en fait, je vais vous dire, quand on est parti une première fois, la descente du village, je veux dire, d'une certaine manière, c'est la première Mm. des grandes ruptures, puisque voilà, vous ne remontez qu'à l'époque, on avait cours le samedi matin. Je redescendais le dimanche soir pour rejoindre l'internat. Donc finalement, vous savez, Oui, c'est qu'un détail voilà. après de quitter Bah, Ajaccio pour Paris. le pas n'est plus Est moins si... grand Le finalement. pas est moins grand. J'avais de la famille aussi à Paris. Il y avait ma Ouais. tante, mon oncle, mon cousin aussi. Donc on n'est pas non plus tout seul. Il y a des amis. Il y avait la communauté corse aussi. Mm. Il y avait un certain nombre de connaissances. Donc voilà, je n'ai pas été seul. J'avais fait aussi la rencontre voilà, d'autres personnes qui m'ont accompagné. Ouais, mais On sauf part que pas seul, on part pas seul. vous partez pas seul, sauf que quand on se retrouve là, alors là, on Mm. est au lycée, hein, Henri IV, et puis on va faire à la prépa aussi. Là, on se retrouve seul, justement, parce qu'il y a une concurrence exacerbée, justement. Et vous l'aviez peut-être pas vu venir, ça. C'est le professeur de littérature et latin, effectivement, qui nous... On était une classe très nombreuse, hein, il y a beaucoup de toute la France, hein, mais en particulier du lycée Henri IV, puisqu'une sélection était déjà faite, hein, effectivement, qui nous toise un peu en nous disant, voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce qu'à la fin de l'année, voilà, seule la moitié d'entre vous passera dans la classe supérieure en Cagne. Bon, ça vous met un peu en condition, ça peut mettre un peu de stress. Voilà. Après, on Et vous vous aimez travaille. bien, on va voir que vous vous aimez Voilà. bien. Et là, c'est intéressant, justement, les mots latins, c'est qu'une fois encore, il va y avoir des glorieux aînés qui vont faire figure de phare un peu pour vous, hein. Oui. Au début de l'Hippocagne, il y a la présentation, la rencontre avec les anciens élèves d'Henri IV. Et à cette occasion, donc, on a pu rencontrer, on voit les 3 signatures. Alors, une qui est très claire, c'est celle de Maurice Schumann. Ni l'humain ni abeste, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je trouve une très très belle Magnifique. voilà, citation. Et sur la page de gauche, on a deux auteurs connus aussi. Alors en bas, Jacques de Bourbon-Busset, qui était académicien, Amor spiritum liberat, l'amour Des livres. libère l'esprit, voilà, une belle formule. Ouais, Et alors de manière plus ouais, ésotérique ouais. au-dessus, mais qui prend beaucoup plus de place, C'est qui, lui? c'est Jean d'Ormesson. Ah. C'est Jean d'Ormesson. Bis repetita placent. Voilà, donc il avait Ça veut dit dire des quoi, mots, ça? les choses répétées 2 fois plaisent. Il avait dit des mots gentils, et hop, et il me dit c'est très bien ce parcours, j'ai beaucoup aimé. Et là, clac, voilà, dans la foulée, il m'écrit il me reprend cet adage, voilà, qui lui est relativement connu. Voilà, donc ils m'ont accompagné. Et oui, et il vous a accompagné, et du coup, bien, vous réussissez, hein, le concours, et on vous retrouve ici, là, Voilà, Normal donc Sup. alors voilà, donc Sacré concours que vous réussissez, là. oui, ben c'est un peu l'aboutissement voilà, du parcours Vous le vivez comme ça, un aboutissement? Ce que scolaire. vous aviez décidé de faire à 16-17 ans, ça y est, c'est réussi? Oui, ça a été le concours le plus difficile. J'ai passé d'autres concours, puisque dans la On va vie les voir. professionnelle, mais le concours de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, ça a été le plus difficile. Voilà. Donc une grande liberté après, parce que quand vous êtes dans une cocotte minute pendant voilà, quelques années, et ensuite c'est la liberté à l'École normale supérieure, où là vous reprenez contact avec, je dirais, le monde, la vie, hein, et vous découvrez énormément de choses. Mais vous découvrez d'autres passions aussi, parce que vous, effectivement, on a bien compris que c'était l'histoire qui vous plaisait, le droit aussi, un petit Alors le peu. droit, je l'ai découvert à Normal Sup. Je ne le Exactement. connaissais pas. Ça me plaisait, ce côté en prise directe avec la société d'aujourd'hui, puisque le droit, c'est l'armature de notre vie sociale. Et je me dis, tiens, mais c'est complémentaire de l'histoire qui donne le recul, et le droit qui donne le cadre juridique dans lequel on vit. Sauf que dans un premier temps, vous allez vraiment vers l'histoire, hein. Vous faites beaucoup d'histoire. Vous avez un poste, d'ailleurs, un poste en université à Strasbourg. Oui. Mais l'histoire, c'est bien, mais ça vous enferme un peu, en fait, l'histoire, non? Comment? Oui, alors en fait, ce que j'aime dans l'histoire, c'est voilà, les vues larges, passer d'une époque à une autre, faire des correspondances, ne pas s'interdire d'explorer de nouveaux champs. Or, professionnellement, la recherche en histoire veut que vous vous spécialisez dans un certain domaine. Donc là, je me sentais un petit peu contraint, et j'avais découvert, comme vous Le l'avez droit. souligné, le droit. Le droit. Donc, il voilà. fallait vous ouvrir l'esprit, en tout cas, ouvrir les perspectives, et on vous retrouve là.
Voilà, alors, ah oui, là, vous avez On fait un une, bond en avant. Mais voilà, c'est très important parce que effectivement, vous allez à Sciences Po Paris et vous passez ouais, le concours de l'ENA quand voilà. Je même. passe le concours de l'ENA et Et j'ai mis alors deux remarques. La première, c'est vous passez ce concours de l'ENA et vous l'obtenez l'année où votre grand-mère meurt. oui, tout à fait, ouais. Cette photo est très touchante parce que, voilà, on me voit avec ma sœur Anne, splendide, rayonnante, avec ma grand-mère, voilà, qui espérait la Elle a réussite su, elle a su, elle a su que vous à l'avez ce eu, l'ENA. concours. Non, elle est décédée, 3 mois avant. Bon, elle me disait qu'elle était très confiante, donc je pars avec l'idée que, voilà, elle était confiante, et finalement, ça m'a aussi encouragé. Voilà, mais on en avait parlé, bon, voilà, ça lui plaisait beaucoup que je puisse faire ce qui me plaisait d'abord, c'est surtout Et, ça. et- et la deuxième remarque, c'est qu'effectivement, vous la trouvez d'où cette puissance de travail qui est en vous? Je crois que c'est la passion de ce qu'on a envie de faire, voilà. Et là, vous savez pas exactement ce que vous avez envie de faire là quand Ah, vous on êtes. sait quand même derrière que, bon, moi je suis un passionné du service public, hein. Hmm. J'ai Ah, toujours travaillé dans le service public et je ne vois pas d'autre mission pour moi, hein, ouais. que celle de servir dans ce cadre-là, et le faire avec des responsabilités, la possibilité d'améliorer les choses. C'est évidemment ce qu'on espère, hein, quand on embrasse ce type de fonction, de contribuer, de mettre sa pierre dans l'édifice, si je puis dire. C'est ce qui me motivait. Et puis, le premier poste, alors, sous-préfet, hein? Sous-préfet, voilà, je rentre dans Sous-préfet, le corps préfectoral et là, on me voit alors, non pas dans la, dans la- en dans la- uniforme, mais au costume de ville. Quand on est directeur de cabinet, on s'occupe des questions de sécurité. Sécurité publique, sécurité routière, et puis la sécurité, la sécurité civile, et notamment le nucléaire, puisqu'on est sur la zone Drôme-Ardèche, à proximité de centrales nucléaires. On a le site de Pierre-Latte, la fabrication de combustible à Romans. Voilà, donc un poste extrêmement riche, extrêmement varié, qui me fait découvrir aussi le métier de terrain en lien avec les élus. Un point très important. Suite à ça, on vous retrouve à la direction de la police nationale, Oui, tout à fait. hein? Ouais. Là aussi, ça va être une expérience très formatrice et surtout, vous allez faire vos preuves parce que peu de temps après, on vous retrouve Ouais. avec lui. Vous êtes assez fier de ça, hein? Bah, je pense C'est que c'est important, à un moment donné, que la République, voilà, se vit à visage découvert. C'est important de rappeler un certain nombre de principes, de le rappeler avec fermeté, mais aussi d'une manière sereine. C'est un combat, notamment le combat en faveur des droits des femmes, qui reste actuel. Et ben, je pense que vous vous faites bien voir, hein, peut-être l'expression est galvaudée, mais quoi qu'il en soit, au terme de cette mission auprès du Premier ministre Fillon, sur proposition de Nicolas Sarkozy, eh bien, Voilà. vous intégrez ça, le Conseil d'État. Voilà. Je rejoins le Conseil d'État. Alors, mon quotidien n'était pas là dans cette salle qui est la salle Napoléon, qui est la salle pour les conseillers d'État, vous voyez, Oui, à l'époque. très expérimentés. Moi, c'était en dessous, moins de dorure, mais une grande salle qui ressemble à une salle de travail d'un monastère, hein. L'équipement, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire des bureaux, 2 écrans, des ordinateurs. Nous sommes autonomes. Au Conseil d'État, on fait deux types de choses. On est juge suprême de l'administration. De l'autre côté, le Conseil d'État, il a aussi une fonction consultative. C'est celui qui conseille le gouvernement sur les textes, les projets de loi, les projets d'ordonnance, les projets de décret, qui corrige ces textes et qui vérifie aussi leur conformité aux normes supérieures. Là, on parle beaucoup encore, bien sûr, du projet de révision constitutionnelle. Eh bien, le projet de loi constitutionnelle, le Conseil d'État, évidemment, l'examine avant sa présentation au Conseil des ministres et éclaire le gouvernement sur les aspects juridiques liés à cette loi, comme il le fait donc sur l'ensemble des grands textes juridiques. Alors, quand on est au Conseil d'État, on est bien sûr de temps en temps dans les sous-sols, et puis de temps en temps, on est appelé pour sortir un petit peu à la lumière, aller dans les ors de la République. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre un peu la lumière. D'accord? Eh bien, allons-y. Allez. C'est ici que ça se passe.
et les ordres de la République, eh ben, c'est ici que ça se passe. Oula, alors ça c'est une photo très particulière. J'étais auprès de Jean Castex à l'époque où il était délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. J'étais son conseiller juridique pour préparer donc l'armature juridique, le cadre juridique pour la réalisation des Jeux, ben voilà, et notamment la loi de 2018. Hein. Et là, c'est un moment particulier, c'est la fin de sa mission, puisqu'il est sur le point d'être nommé Premier ministre. Nous attendons avec un petit groupe de collaborateurs l'annonce officielle. Donc là, on voit, je dirais, le poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules, parce qu'il est en réalité très jovial, très agréable, comme on le voit habituellement. Mais voilà, nous sommes tous très concentrés. Il y a des collègues qui sont à côté. Donc là, c'est vraiment l'instant saisi sur le vif, juste avant la nomination. Et juste avant que vous retourniez dans votre sous-sol pour faire encore vos dossiers, en fait. Hein. Alors, je continuais à le faire. C'était en plus, c'était une mission. Voilà. Quand on est au Conseil, on est mis à disposition d'un certain nombre de ministères ou d'organismes pour apporter une contribution juridique. Et je le faisais en plus de mes fonctions au Conseil d'État. Ah, c'était une lourde charge. Complètement. Et il y a une lourde charge qui succède encore à celle-ci. Ah, voilà. Donc ça, c'est mon expérience de 4 années auprès d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. Donc j'étais d'abord à son cabinet, je l'accompagnais, juste après la nomination, puisqu'il a rejoint en fait le gouvernement de Jean Castex. Hein. Et donc je l'ai rejoint comme directeur adjoint de cabinet, et puis directeur de cabinet pendant 2 ans, et puis ensuite directeur des affaires civiles et du Sceau. Et là, on nous voit ensemble, je crois que c'est à la cour d'appel d'Aix, voilà. Directeur des affaires civiles et du Sceau, notamment, vous avez eu à faire ça en tant que directeur des affaires civiles et du Sceau. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Vice-présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, Monsieur le garde des Sceaux, en ma qualité de directeur des affaires civiles et du Sceau, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise de bien vouloir apposer le grand sceau de la République française sur la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Je vous présente l'original de cette loi. Grand moment, là, non, François? Oui, très, très grand moment, parce qu'il est assez rare que l'on scelle, comme on le fait ici, hein, des lois constitutionnelles. Donc tous ces éléments font de cet événement un grand moment. Et puis, surprise. On vous retrouve là. Voilà. Vraie surprise. Comment vous réagissez quand on vous le propose? D'abord, c'est une grande fierté, parce que c'est toujours agréable fierté. de... oui, parce qu'on se dit... sentiment de fierté. Sentiment de fierté, et tout de suite le sentiment de pouvoir être utile à la Corse. Moi, j'ai toujours essayé, et donc voulu, mettre à profit mon expérience au service de l'île. Et là, j'avais, avec cette proposition qui m'a été faite, eh bien, l'occasion de le faire, mais de manière encore plus forte, de manière plus affirmée. Et je dois vous dire que je n'ai pas hésité. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, un petit peu de plaisir individuel. Dites-moi si je me trompe, je l'ai matérialisé comme ceci. Ah, mais ça, c'est un grand moment, ça. C'est ma première rentrée. Voilà, j'ai été nommé le 16 juillet 2024 et j'ai tenu pour ma première rentrée des classes en septembre aller dans le rural, parce que je suis très attaché, compte tenu de mon parcours, à l'école rurale, et j'ai souhaité le faire dans mon village de Piéligorte, où il y a toujours une école, et où j'ai retrouvé mon institutrice de ma jeunesse, donc Mimi Corazzine, et faisant le lien avec un jeune, ça c'est le petit Lisandre de Djunkaj, qui me présentait son album de vacances. C'était un grand plaisir, une grande fierté. Oui, il y a du plaisir, ouais. Et on ne peut remplir, je dirais, ses fonctions que si on est heureux dans ses fonctions, et si on a le sentiment de pouvoir être utile à la collectivité insulaire.
Parce que là, c'est le retour du petit Paoli au village, là, hein, quand vous revenez là en Tout tant à que fait. recteur. Oui, Hein, tout à fait. Ouais. Et j'ai l'impression justement qu'avec vous, eh ben, il y a cette recherche un petit peu de ce bonheur du petit Paoli, parce que, et ça sera l'image pour finir, voilà. Vous allez me dire à quoi correspondent toutes ces images. Là, on voit Piedighorte, un Oui. village bombardé par les Allemands en Oui, 1943. oui. Oui. Vous allez là, vous allez vous recueillir sur cette plaque il qui y a, a. il y a hein, une cérémonie qui rassemble hein, le village tous les 22 septembre 1943, puisqu'il a été bombardé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment historique. Voilà, ça marque hein, ces moments de Mais ça vous l'histoire. marque, vous surtout. Oui. Vous allez effectivement sur la tombe de l'abbé Geronimi. Oui, hein, vous étiez petit l'abbé là. Geronimi à Calagucci, puisque comment dire, je crois que nous devons être, nous portons un héritage, nous portons une histoire, nous portons une culture, un patrimoine, une langue. Nous devons, je dirais, transmettre cet héritage et être fidèles à ceux qui nous l'ont transmis, et donc notamment l'abbé Geronimi que j'ai évoqué, et un certain nombre de personnes qui m'ont accompagné. Marie Souzine, que j'ai connue, qui m'a accompagné quand j'étais en classe préparatoire à Paris, puisqu'elle elle habitait à Saint-Germain-des-Prés, qui a fait une œuvre remarquable. La renfermée, la Corse, son essai est magnifique. Il y a des pages superbes sur l'île, et la relation parfois compliquée que nous pouvons avoir, nous les insulaires, avec l'île. Et il y a aussi Vico, village auquel je suis très, très attaché. Alors là, il y a une autre photo qui trône dans votre bureau, de classe, tout à fait. Oui. avec des anciens copains de classe. Oui. On a l'impression qu'il y a quand même l'homme qui revient en Corse et qui revient sur son passé. J'insiste là-dessus. Vous qui êtes un littéraire, c'est un petit peu Barès, quoi. La terre ne ment pas, quoi. On a l'impression que vous allez toucher cette terre, voir. Il y a ça quand même dans votre démarche ou pas? Oui, nécessairement, parce que nous sommes le fruit d'une histoire. Et donc, l'enfance en particulier nous marque tous. Et donc, il y a cet ancrage auquel je suis attaché. Et je considère que c'est aussi pour nous un devoir de continuer à porter ce que d'autres ont porté avant nous. Et je le fais effectivement avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, et avec je crois, un très beau projet qu'on a construit collectivement pour l'Académie de Corse pour les 5 années à venir, Scola 2030. 5 années à venir, vous allez rester 5 ans, c'est sûr? C'est écrit? Rien n'est jamais écrit, mais je me projette, moi, sur la mise en œuvre de ce projet que nous avons construit collectivement pendant toute cette première année. Eh bien, je vous souhaite de l'accomplir, ami François. Allez, Merci venez beaucoup. à côté de moi. Venez Merci. à côté de moi. La dernière photo, c'est moi qui la prends, c'est un selfie. Je sais que vous connaissez l'émission, donc vous connaissez le principe. Voilà. C'était un plaisir de vous Merci accompagner beaucoup. pendant cette demi-heure. Longue route à vous, j'ai envie de dire. Et à bientôt, tout À simplement. bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, Merci. ami François. Au revoir.